On connaît tous ce bruit, ou plutôt cette sensation désagréable. La clé entre dans la serrure, on commence à tourner et paf, blocage. Un arrêt net métallique super frustrant. Ce petit moment où tout bascule, où on se sent complètement démuni face à cette porte close. L'agacement qui monte. Aujourd'hui, justement, on s'attaque à ce problème universel. On a décortiqué un guide pratique assez détaillé sur les serrures bloquées. L'idée, c'est de comprendre ce qui se passe et de voir les méthodes qui marchent vraiment. Pas de devenir serrurier en un quart d'heure, mais de savoir quoi regarder, quoi tenter, prudemment. Et surtout, quand il faut arrêter et appeler quelqu'un. Prêt à regarder ça de plus près? Ah oui, tout à fait. Et cette idée de comprendre avant d'agir, elle est vraiment centrale. Parce que le premier réflexe, c'est vrai qu'on la clé coince. En force. Exactement. On gigote, on force, et comme le dit très bien le guide, c'est souvent la pire chose à faire. Une serrure, ça a l'air solide comme ça, mais dedans les mécanismes sont assez fins, assez délicats. Donc une approche méthodique, observer d'abord, c'est essentiel pour pas aggraver les choses, pour éviter de transformer un petit souci en grosse galère. C'est vrai que c'est un réflexe presque naturel de forcer quand ça résiste. Mais le guide est très clair là-dessus. Il faut d'abord essayer de poser un diagnostic, même rapide. Pourquoi c'est si important cette étape? C'est crucial pour choisir la bonne solution, tout simplement. Ce serait un peu comme prendre un médicament au hasard sans savoir ce qu'on a, quoi. D'accord. Le guide liste plusieurs causes possibles, et la solution, évidemment, elle dépend de la cause. Alors, il y a d'abord l'usure, ça c'est le grand classique. Oui. À force d'utiliser la clé des milliers de fois, les pièces à l'intérieur s'usent. Ça peut être le cylindre lui-même, là où on met la clé, qui prend du jeu, ou alors ce sont les goupilles, ces petites tiges métalliques qui doivent s'aligner parfaitement. Celle qui bouge quand on met la clé. Voilà, exactement. Avec le temps, elles peuvent s'arrondir un peu, se tasser, et l'alignement ne se fait plus correctement. Une autre cause très fréquente, et parfois un peu plus vicieuse, c'est le désalignement. Ah oui. Oui, on pense que si la clé tourne, ça doit ouvrir, mais il y a le pen. La partie qui sort de la serrure. C'est ça, la partie mobile. Elle doit rentrer parfaitement dans la gâche, la plaque sur le cadre de la porte. Mais si la porte a un peu bougé avec le temps, le bois qui travaille, les gonds qui s'affaissent un peu. L'humidité, la chaleur. Exactement. Même un tout petit millimètre de décalage, ça peut suffire à bloquer le mouvement complet du pen. La clé tourne un peu, mais hop, ça bute. Ah oui, je vois. Le coup classique de la porte qui a travaillé. Et la clé elle-même, on peut l'oublier, non? Tout à fait. On accuse souvent la serrure, mais la clé, si elle est usée, un peu tordue, même à peine, ou si c'est une copie de mauvaise qualité, Ça peut venir de là. oui, les dents de la clé s'usent avec le frottement, elles ne soulèvent plus les goupilles pile à la bonne hauteur. C'est pour ça que c'est toujours bien d'avoir un double, un qui est en bon état, pour tester. Bonne idée. Et puis, il y a aussi les obstructions. C'est moins courant, mais ça arrive. Un petit gravier, un bout de métal, un morceau de clé cassé d'une fois précédente. De la saleté, de la poussière. Mhm. Oui, voilà. Tout ça, ça peut venir gêner la rotation à l'intérieur. Et enfin, un point souvent négligé, l'environnement et l'entretien, ou plutôt le manque d'entretien. C'est-à-dire? L'humidité, ça peut créer de la corrosion, même à l'intérieur. Le gel en hiver, ça peut bloquer les pièces. Mais surtout, un manque de lubrification régulier. Ça rend la serrure rugueuse, disons. Ah oui. Les frottements augmentent, l'usure s'accélère et le blocage finit par arriver. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, ces causes, elles interagissent. Comment ça? Ben, une serrure un peu usée, elle fonctionnera peut-être bien quand il fait sec. Mais s'il pleut, qu'elle manque de lubrifiant, paf, elle bloque. C'est pour ça qu'il ne faut pas tirer de conclusion trop vite. D'accord, c'est plus complexe qu'on pourrait le penser. Et pendant tout ce temps, on essaye de comprendre. La règle d'or absolue du guide, c'est on ne force jamais. Il faut vraiment résister à cette envie. Si on cède, si on force, quelles sont les conséquences? Ah, elles peuvent être multiples et souvent coûteuses. Le risque le plus évident, c'est de casser la clé dans la serrure. Ah oui, la catastrophe. Voilà. Non seulement la porte est toujours bloquée, mais en plus, il faut sortir le morceau cassé. Ça complique tout, même pour un pro. Et puis, forcer, ça peut tordre ou casser des pièces à l'intérieur du cylindre, le rendre irréparable. D'accord. On peut aussi abîmer le pen, ou même tordre le mécanisme de la poignée. Dans les cas extrêmes, on voit des gens qui abîment le cadre de la porte en essayant de secouer, de faire levier. Oula! Bref, on transforme un blocage qui était peut-être simple à régler en une intervention beaucoup plus lourde et donc plus chère. La douceur, ça préserve la serrure, mais aussi le portefeuille. Message bien reçu. Patience, observation. D'accord. Alors, imaginons. On a résisté à l'envie de tout casser, on a regardé,
On suspecte un grippage léger, une usure, un manque de fluidité. Quelle est la première action concrète, la plus simple, que recommande le guide? Celle qui marche souvent. Alors, la première ligne de défense, et le guide insiste vraiment là-dessus parce que c'est étonnamment efficace dans pas mal de cas, c'est le lubrifiant. Ah, le fameux coup du lubrifiant! Oui, mais attention, pas n'importe quoi. On évite les huiles épaisses, les graisses, Pourquoi? parce qu'elles ont tendance à encrasser le mécanisme à long terme. Elles attirent la poussière, ça fait une pâte. Le guide recommande plutôt un lubrifiant sec, type poudre de graphite, ou alors un spray spécial serrure. D'accord. Souvent à base de silicone ou de téflon, de PTFE. Ça lubrifie sans laisser de résidus gras. Ok, un produit adapté donc. Et comment on l'applique pour que ça marche bien? Alors, la méthode est simple, mais il faut le faire avec soin. Si c'est un spray, on utilise la petite tige fournie. Oui, le petit tube rouge souvent. C'est ça. On l'insère directement dans l'entrée du cylindre, là où on met la clé. On pulvérise une petite quantité, juste un peu, faut pas inonder. Si c'est de la poudre de graphite, on en met un peu sur la clé avant de l'insérer, ou on utilise un petit soufflet spécial si on en a un. Le but, c'est que le produit atteigne les goupilles et le mécanisme interne. Logique. Et après? Après, et c'est là que la douceur reste primordiale, on insère la clé. Lentement, sans forcer. Si elle ne rentre pas à fond, c'est peut-être qu'une goupille bloque ou qu'il y a une obstruction. On n'insiste pas brutalement. Une fois la clé dedans, on fait de tout petits mouvements, va-et-vient, gauche-droite, haut bas, très léger. Sans essayer de tourner tout de suite. On peut essayer de tourner mais très très délicatement, dans un sens puis dans l'autre, toujours sans forcer la rotation. Et ces petits mouvements, ça sert à quoi exactement? À faire pénétrer le produit? Exactement. Ça aide le lubrifiant à aller partout, à dissoudre les petits points de rouille ou des saletés. Et surtout, ça réduit la friction entre les pièces. Ça peut suffire à décoincer une goupille qui était juste un peu paresseuse, disons. D'accord. C'est une action qui cible la cause la plus fréquente, le manque de fluidité. Et l'avantage énorme, c'est que c'est pas destructeur. Au mieux, ça débloque, au pire, ça marche pas. Mais on n'a rien abîmé. C'est pour ça que le guide le met en premier. C'est logique, oui. C'est la tentative la moins risquée. Mais bon, admettons. Le lubrifiant, ça n'a rien changé. La clé entre peut-être un peu mieux, mais elle refuse toujours de tourner. Ou alors, elle tourne, mais la porte ne s'ouvre pas. Là, on suspecte peut-être ce problème d'alignement dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que le guide propose autre chose dans ce cas précis? Oui, il aborde ce cas spécifique quand le problème semble venir non pas du cylindre lui-même, mais de l'interaction entre le pêne et la gâche, ou d'une tension dans la poignée. D'accord. Si on a l'impression que la clé bute en fin de course, ou si la poignée semble un peu dure ou avoir du jeu, alors on peut tenter une manœuvre mais très précise. Laquelle? Elle consiste à exercer une pression, et j'insiste, très légère et constante, sur la poignée de la porte. Parfois vers le haut, parfois vers le bas, parfois en tirant ou en poussant un peu la porte elle-même. D'accord. Et en même temps? Et pendant qu'on fait ça, on essaye de tourner la clé. Toujours avec douceur. L'idée, c'est de soulager la pression sur le pêne, de compenser ce micro-désalignement qui empêche le mécanisme de bouger librement. D'accord. Mais légère pression, c'est un peu subjectif, non? Comment on sait qu'on ne force pas trop? Le guide précise? Ah oui, il insiste énormément là-dessus, sur cette légèreté. C'est pas s'appuyer de tout son poids sur la poignée, hein, Non, bien sûr. ni donner des coups d'épaule dans la porte. C'est une pression du bout des doigts, vraiment. Juste assez pour sentir si quelque chose bouge, se libère, pendant qu'on tourne la clé. Si on sent qu'il faut vraiment forcer sur la poignée pour que la clé tourne un peu, c'est qu'on y va trop fort. On arrête. Quels sont les risques si on force quand même? Comme pour la clé, on risque d'endommager le mécanisme interne de la poignée, de tordre la tringlerie, de fausser le pêne. C'est une tentative qui demande vraiment du doigté. Il faut écouter le mécanisme. Si on sent une résistance dure, inflexible, stop. On arrête tout. C'est une technique à essayer seulement si on a de bonnes raisons de penser à un problème d'alignement et toujours avec une extrême précaution. Compris. C'est une option. Délicate. Donc récapitulons. On a essayé le lubrifiant. On a tenté cette légère pression si ça semblait pertinent. Et malgré tout ça, la porte reste désespérément close, la clé ne tourne pas ou elle tourne dans le vide. Là, j'imagine que le guide devient assez catégorique sur ce qu'il faut faire. Absolument. À ce stade, si ces deux approches qui sont douces et logiques n'ont donné aucun résultat, le guide est très clair, il faut arrêter les tentatives personnelles, point. Fini le bricolage. Exactement. Insister davantage, non seulement ça risque de ne servir à rien, mais surtout ça risque d'augmenter les dégâts, et donc le coût final de la réparation. C'est le moment où la sagesse dit « on passe la main, on appelle un serrurier professionnel ».
Oui, mais on entend souvent dire qu'il faut faire attention, que les tarifs peuvent vite grimper. Pourquoi le guide insiste tant sur le pro à ce stade, plutôt que de donner d'autres astuces de grand-mère? Pour plusieurs raisons fondamentales, qui touchent à l'efficacité, à la sécurité et à la durabilité de la solution. Premièrement, l'expertise pour le diagnostic. C'est-à-dire? Un serrurier qualifié, il en a vu des serrures bloquées, des centaines, des milliers. Il sait reconnaître les petits signes qui indiquent la vraie nature du problème. Est-ce que c'est un usure interne complexe, un défaut du cylindre? Est-ce qu'il y a eu une tentative d'effraction avant qui a abîmé quelque chose? Un problème d'installation à l'origine? Son diagnostic sera beaucoup, beaucoup plus précis que celui qu'on peut faire soi-même. D'accord, logique. Deuxièmement, les outils, le bon matériel. Un pro, il n'arrive pas juste avec un tournevis et une bombe de dégrippant. Il a des outils spécifiques. Comme quoi, par exemple? Des extracteurs de clés cassées, des pistolets de crochetage qu'on appelle pick gun, des passe-partout, parfois même des petites caméras endoscopiques pour voir à l'intérieur. Ces outils, ça permet souvent d'ouvrir sans rien détruire, ou en tout cas de faire une intervention ciblée qui préserve la porte et le cadre. Essayez d'ouvrir avec une carte de crédit, un trombone, une perceuse, comme on voit parfois. Mauvaise idée. Très mauvaise idée. Ça mène quasi systématiquement à des dégâts en plus. Troisièmement, sa capacité à proposer la solution la plus adaptée et la plus durable. Il ne va pas forcément tout changer. Non. Après son diagnostic, s'il voit qu'un bon nettoyage et un graissage suffisent, il fera ça. S'il faut juste changer le cylindre, c'est souvent la solution la plus économique. Quand le problème vient de là, il le proposera. Et si la serrure est vraiment trop vieille, trop abîmée ou pas assez sécurisée, là oui, il conseillera un remplacement, mais par un modèle adapté à la porte, aux besoins de sécurité, aux normes actuelles. Et le dernier point? Le plus important sans doute, la garantie de sécurité et de fiabilité. Faire appel à un professionnel sérieux, reconnu, c'est l'assurance que le travail sera bien fait, que la porte fermera correctement après son passage et que le niveau de sécurité du logement sera maintenu ou même amélioré. C'est un investissement pour être tranquille, alors que des réparations maison un peu hasardeuses, ça peut laisser des failles de sécurité qu'on ne voit même pas. C'est très clair. L'intervention du pro, c'est pas juste un plan B quand on est coincé. C'est la suite logique et rationnelle quand les solutions simples et sans risque ont échoué. Donc, pour résumer notre parcours face à cette serrure bloquée, d'après notre guide, on respire, on observe. Première étape douce, le lubrifiant adapté, appliqué comme il faut, et des petits mouvements de clé, sans forcer. Si ça coince encore et qu'on pense à un problème d'alignement, deuxième tentative extrêmement prudente, une légère pression sur la poignée en tournant la clé. Et si rien de tout ça ne marche, vite, on arrête tout, on appelle un serrurier qualifié pour un diagnostic pro et une réparation sûre. C'est exactement ça. C'est la démarche la plus sensée. Il faut comprendre qu'une serrure, même si ça nous paraît banal au quotidien, c'est un mécanisme de précision. Agir avec méthode, avec douceur, c'est la meilleure façon d'éviter les complications. Et l'intervention professionnelle, loin d'être un échec, c'est souvent la solution la plus économique à long terme. Si on pense aux dégâts qu'on peut faire en s'acharnant. Ça garantit non seulement de pouvoir rentrer chez soi, mais aussi de dormir tranquille après, en sachant que la porte est bien sécurisée. D'ailleurs, le guide utilise des mots assez forts pour parler du travail du pro. Il parle de remise en état fiable et durable et de sécurité optimale qu'on retrouve. C'est plus qu'un simple dépannage en fait. Tout à fait. Et ça ouvre une réflexion intéressante qui va au-delà de l'urgence de la porte bloquée. Si le but final, c'est bien cette fiabilité durable et cette sécurité optimale, comme le dit le guide, ça nous amène à nous interroger sur notre approche de l'entretien de nos serrures. Au lieu d'attendre le blocage complet, le moment de frustration, à quel moment on devrait passer d'une logique juste réactive, je répare quand ça casse, à une logique plus proactive? C'est-à-dire, Si une serrure commence à accrocher souvent, même si on arrive toujours à l'ouvrir, ou si elle est simplement très vieille, et donc peut-être moins résistante aux techniques d'effraction d'aujourd'hui, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux d'envisager son remplacement ou sa mise à niveau avant qu'elle nous laisse dehors ou avant qu'elle compromette notre sécurité? C'est une question d'anticipation, de gestion des risques, pour un élément qui est quand même essentiel à notre sécurité quotidienne. Qu'en pensez-vous?